Merci à vous. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation pour pouvoir parler de ce sujet qui est extrêmement important, qui fait la suite directe hein, du sujet précédent. Alors, moi, je vais vous présenter des données. En fait, on a vu en fait dans la présentation précédente des choses très proches du terrain, du patient et de l'expérience quotidienne. Et moi, je vais vous présenter des choses avec un autre zoom, hein, c'est-à-dire vraiment des données de santé publique basées sur des phénomènes qui concernent des populations entières. Donc, je pense que les deux sont vraiment importants pour réfléchir. Et puis, ça va faire écho aussi à la question qui vient d'être posée sur certaines maladies, puisque donc on a évoqué le Parkinson, l'Alzheimer. Et là, en fait, la question que nous nous sommes posée, c'était comment les personnes qui souffrent de maladies mentales terminent leur vie dans le cadre de leur cancer, en fait, cancer en phase terminale. Je vais vous expliquer pourquoi. On en est arrivé à cette question. Alors, les maladies mentales, en fait, sont extrêmement fréquentes. On en parle de plus en plus ces dernières années, donc c'est vraiment une prise de conscience, parce que nous, évidemment, en tant que psychiatres, ça fait donc des années qu'on essaye d'alerter l'opinion publique sur ces maladies qui sont méconnues et aussi bien d'ailleurs méconnu en général du grand public que des décideurs et notamment des financeurs pour la recherche, par exemple. Et maintenant, on sait, grâce à l'OMS qui a beaucoup participé aussi à la diffusion de ces informations, que la dépression est la première cause d'incapacité dans le monde désormais, et que les maladies mentales sévères comme le trouble bipolaire et la schizophrénie sont de mieux en mieux connues du grand public, enfin, surtout pour le trouble bipolaire, parce que pour la schizophrénie, on a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a beaucoup de confusion en fait et de méconnaissance, et, euh, et ça conduit en fait à une forme de stigmatisation des maladies mentales, donc qui a un terme maintenant qui s'appelle la psychophobie. Et donc, on milite aussi pour déstigmatiser ces maladies, et on va voir en quoi la stigmatisation des maladies mentales peut expliquer une partie des résultats que je vais vous présenter. Donc, moi, je suis psychiatre à Marseille, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Je participe à un réseau de centres experts, en fait, pour ma part, sur deux pathologies, donc la schizophrénie et la dépression résistante. Et donc, nous avons aussi des réseaux sur les troubles bipolaires. Donc en fait, on essaye de coordonner la recherche en France, vous voyez, en essayant de quadriller au mieux géographiquement en fait le territoire français, pour permettre à tout psychiatre ou à tout médecin traitant de nous envoyer en fait un patient qui a un trouble psychiatrique pour une évaluation et des recommandations de traitement. Donc c'est un niveau 3 en fait, des centres de recours qui sont complètement désectorisés. Et donc le but étant évidemment d'améliorer le soin délivré aux patients, mais aussi d'acquérir des données de recherche pour améliorer le soin nous délivrons tous les jours aux patients. Donc, la stigmatisation des maladies mentales, en fait, elle concerne la santé physique dans la maladie mentale. C'est-à-dire que les personnes qui ont des troubles mentaux ont souvent des pertes de chance concernant leur santé physique, alors pour de multiples raisons. Donc, on aura l'occasion d'en discuter. Donc l'exemple le plus récent, en fait, c'est le Covid-19, pour lequel, en fait, nous avons publié l'année dernière, donc c'était l'été 2020, les premières données de mortalité en fait de Covid-19 chez les personnes qui avaient des schizophrénies et des troubles bipolaires, et où on montrait une surmortalité. Et puis nous avons conduit une méta-analyse sur l'ensemble des données publiées dans plusieurs pays sur des populations entières, et donc, nous avons trouvé que, quel que soit le pays, en fait, les personnes qui avaient des troubles psychiatriques sévères avaient plus de chances de mourir du Covid-19 lorsqu'ils étaient hospitalisés pour le Covid-19. Et ça a conduit, en fait, le CDC, que vous voyez ici, qui est l'instance internationale pour les recommandations de traitement des maladies infectieuses, à classer les maladies mentales parmi les facteurs de risque de Covid-19 sévères, et de les lister prioritaires. Et ça a été le cas en France grâce à notre étude. En février 2021, les personnes qui avaient des schizophrénies et des troubles bipolaires ont été listées prioritaires pour la vaccination, puisqu'il s'agissait de choisir les premières personnes vulnérables à vacciner à ce moment-là. Donc, dans le cadre du cancer qui nous rassemble aujourd'hui, nous savons qu'il y a des liens malheureusement très importants entre le cancer et les maladies mentales. C'est-à-dire que les personnes qui ont des maladies mentales, donc là on se focalise sur trois grandes maladies mentales qui sont la dépression, le trouble bipolaire et la schizophrénie,
Ces personnes ont plus de chances, enfin, chance entre guillemets, bien sûr, je parle en termes statistiques, plus de risques de mourir d'un cancer que la population générale. Et le cancer est la première cause de mortalité après 35 ans dans ces maladies, sachant que c'est le suicide avant 35 ans. Donc la perte d'espérance de vie, elle est majeure, parce qu'on voit que pour la schizophrénie, par exemple, quand on a une schizophrénie, qu'on est un homme en France, on a 8 ans d'espérance de vie, pardon, 17 ans d'espérance de vie en moins, et 8 ans quand on est une femme avec une schizophrénie. Donc c'est vraiment énorme, malgré les efforts de plus de 3 décennies d'alerte sur ces problématiques et d'essayer de mettre en place des choses pour améliorer ceci. Et donc, on sait aussi que les femmes qui ont des schizophrénies ont 2 fois moins de chances de recevoir un dépistage du cancer du sein et que les personnes qui ont des troubles bipolaires ont aussi des risques augmentés de cancer. Donc en fait, il y a tout un courant de littérature qui montre qu'il y a une problématique, à la fois, avec un taux augmenté de survenue de cancer, mais aussi un problème de dépistage qui, fait que les patients ont une perte de chance, malheureusement, liée à leur maladie mentale. Donc, par exemple, dans la schizophrénie, les personnes qui ont des schizophrénies ont 50% de chances de plus, enfin de risque de plus de mourir de leur cancer par rapport à la population générale. Et on constate une augmentation récente de la mortalité par cancer, notamment de cancer du poumon, du sein et du côlon dans cette population. Il y a une partie de l'explication qui peut provenir du fait que certains antipsychotiques augmentent le taux de prolactine et augmentent le risque de cancer du sein, mais ça ne suffit pas à expliquer l'ensemble de l'augmentation de la mortalité par cancer. Donc à partir de là, en fait, on a voulu savoir comment se passait la fin de vie, c'est-à-dire la définition de la fin de vie, elle est variable, mais généralement on choisit les 30 derniers jours de vie. Et ce qui rend le sujet compliqué, bien sûr, dans la pratique, c'est qu'on ne sait pas à quel moment la personne va mourir. Donc ce sont des données qui sont donc rétrospectives. Et évidemment, après, on va discuter comment les transposer et que faire en fait pour changer ça. Et là, c'est plus compliqué. Donc, pour savoir ce qui se passait pour la fin de vie des personnes qui avaient des maladies mentales, nous sommes allés sur la base du PMSI, donc c'est une base nationale des données d'hospitalisation. C'est la base qui est remplie par tous les médecins quand ils reçoivent un patient, dans laquelle ils mettent le diagnostic. Et puis, on a des données qui concernent l'hospitalisation et certains actes qui ont été reçus au cours de l'hospitalisation. Donc cette base, en fait, elle s'intègre dans une base plus globale, en fait, qui maintenant est le SNDS, mais que nous n'avions pas au moment des analyses, puisque donc là, on s'était focalisé sur 2013-2018. Et je vous en parlerai dans les perspectives. On souhaiterait utiliser maintenant les données de l'assurance maladie aussi pour étudier les parcours des personnes. Donc ici, vous voyez les articles que nous avons publiés sur le sujet. Donc, on a différencié à la fois les maladies mentales entre elles et puis les cancers entre eux, parce qu'on voulait voir si les problématiques étaient les mêmes quand on était dans un cancer en phase terminale, un cancer du sein, un cancer du poumon, et si c'était la même chose dans la schizophrénie, dans le trouble bipolaire et dans la dépression. Et on a trouvé à la fois des choses communes et des choses différentes. Donc, les mauvaises nouvelles en fait que nous rapportons, c'est que donc les patients qui meurent de cancer avec une schizophrénie meurent 8 ans plus tôt que les autres personnes qui n'ont pas de troubles mentaux. Et pour les troubles bipolaires, c'est 5 ans plus tôt. Là, je ne vous l'ai pas mis, mais pour la dépression, en fait, c'est 3 ans plus tôt. Donc, on voit un des âges, donc âge moyen de décès 63 ans pour la schizophrénie, 66 ans pour le trouble bipolaire, donc des personnes qui meurent jeunes de leur cancer. Et globalement, en fait, le résultat le plus marquant, en fait, sur lequel je tiens à insister, c'est qu'en fait, en fin de vie, les personnes qui ont des troubles mentaux reçoivent moins d'actes de haute intensité, c'est-à-dire comment on définit la haute intensité, ce sont des actes qui visent à prolonger la vie. Donc, par opposition aux soins palliatifs qui ont pour but de soulager la souffrance et d'accompagner, comme on l'a vu dans la première présentation, dans la mort. Et donc ces patients avaient plus d'admissions en soins palliatifs au moment de leur mort. Donc on pourrait se dire à première vue, finalement, c'est plutôt bien parce que normalement les recommandations, c'est que les personnes au moment, de leur décès, soient prises en charge en soins palliatifs. Alors c'est pas forcément l'unité de soins palliatifs, hein, on l'a dit, ça peut être des actes ambulatoires, c'est juste des équipes de soins palliatifs qui peuvent aussi prendre en charge les personnes dans d'autres services.
Mais en fait, ça n'explique pas la différence, en fait, avec les personnes qui n'ont pas de troubles mentaux. Ça veut quand même dire que, il y a un arrêt, des soins et donc qui provient du fait qu'on ne peut pas prédire, à quel moment, le patient va mourir dans tous les cas. Alors il y a certains cas où on sait, qu'il n'y a plus, d'indication à prolonger, la vie, à faire des actes de prolongation de la vie et qu'il faut au contraire accompagner. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les situations et ce que l'on constate, c'est que normalement, on ne devrait pas avoir de différence entre les patients qui ont des troubles mentaux et les autres et malgré ça, en fait, on en voit et ils reçoivent moins d'actes visant à prolonger la vie. Alors, si on prend des exemples précis pour se faire une représentation, pour les femmes qui ont un cancer du sein et qui ont des troubles mentaux sévères, que ce soit une schizophrénie, un trouble bipolaire ou une dépression, elles reçoivent moins de chirurgie, moins d'endoscopie, moins de chimiothérapie et sont moins souvent admises dans les services de soins intensifs ou de réanimation dans leurs derniers mois de vie. Et puis, on a confirmé aussi le problème de dépistage, hein, dont j'avais déjà parlé, c'est-à-dire qu'en fait, le délai entre le diagnostic de cancer et le décès est plus court chez les femmes qui ont des troubles mentaux que chez les femmes qui n'en ont pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une double question, en fait, à la fois sur la fin de vie, mais aussi sur le dépistage du cancer, donc dès le départ de la prise en charge du cancer. Dans le cancer du poumon, c'est la même chose. Donc cette fois, on était à la fois chez les hommes et chez les femmes et on s'est concentré sur le cancer du poumon parce qu'en fait, les maladies mentales sont associées à des taux de tabagisme plus importants que le reste de la population. Donc ça, c'est quelque chose qui maintenant est bien connu. Maintenant, on sait que le tabac, c'est un facteur causal de maladies mentales. Donc le tabac augmente le risque de faire une dépression, et même une schizophrénie à l'adolescence. Les adolescents fumeurs de tabac ont 2 fois plus de risques de déclencher une schizophrénie, maintenant c'est démontré. Et donc, il y a une banalisation du tabagisme en psychiatrie, hein, qui est très nette, contre laquelle j'essaye de lutter, mais c'est vraiment pas évident en fait. Il y a une résistance très importante, pas seulement, enfin je parle pas que des patients, je parle vraiment aussi des équipes de psychiatrie. Il y a une culture du tabac qui est quand même très ancrée, plus que dans des services non psychiatriques. Et donc les patients qui avaient des cancers du poumon, en fait, recevaient moins, de chimiothérapie et moins de chirurgie. Les patients avec des maladies mentales recevaient moins de chimiothérapie et moins de chirurgie que les patients qui n'avaient pas de maladie mentale. Et là encore, on retrouvait un délai, plus court entre le diagnostic et le décès, ce qui évoque aussi un problème de dépistage. Donc en fait, on voit dans ces 2 exemples, j'ai choisi donc les 2 cancers, les plus fréquents, que la maladie mentale est quand même associée à une perte de chance et à des différences de prise en charge de fin de vie. Alors une des explications, donc tout, n'est pas, forcément négatif, hein, il faut essayer donc juste de comprendre ce qui se passe, c'est que du côté des soignants, en fait, il y a plusieurs traitements pour lesquels il faut évaluer le bénéfice et le risque. Et dans le cadre des patients psychiatriques, par exemple pour les chimiothérapies, il y a des protocoles très stricts d'observance et on sait que les patients psychiatriques peuvent avoir plus de problèmes que d'autres patients à bien observer leur traitement pour des problèmes, par exemple, cognitifs. C'est-à-dire que les maladies mentales peuvent altérer la capacité à penser, à prendre un traitement, à se rendre à son rendez-vous, à être à l'heure et donc altérer l'observance. Et donc dans ces cas-là, il peut y avoir des médecins qui disent ben, on n'y va pas parce que c'est trop dangereux, on risquerait de faire plus de mal que de bien. Ça, ces interprétations, en fait, elles ont été faites avec l'équipe de soins palliatifs de Marseille, hein, c'est le professeur Salas avec lequel j'ai discuté. Et parce que moi-même, en fait, je ne travaille pas en soins palliatifs, je suis psychiatre de formation et je travaille en santé publique, mais du coup, on a fait ces travaux avec l'équipe de soins palliatifs de Marseille. Et donc l'autre explication, c'est aussi que les patients psychiatriques sont plus à risque de faire des complications post-opératoires de leur chirurgie et que c'est peut-être un frein en fait à la délivrance de la chirurgie chez ces patients. Tout ceci, ce sont des hypothèses, hein, ça n'a pas été démontré. En fait, c'est ce que devront explorer les futurs travaux, notamment qualitatifs, hein, pour explorer ce qui se passe concrètement au cas par cas, parce qu'il y a probablement énormément de situations individuelles différentes. Et donc là, on a essayé de synthétiser déjà les données qui étaient issues à la fois de la littérature scientifique et de l'expérience clinique à Marseille. Donc les barrières au niveau du soignant, c'est aussi peut-être que les personnes qui ont des maladies mentales peuvent être exclues de la prise de décision. Alors c'est le même problème que
qu'on l'a dit par exemple pour les démences, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une maladie qui peut altérer en fait le fonctionnement de l'esprit, ça peut faire qu'on va prendre des décisions différentes parce que la participation du patient n'est pas la même. Donc dans le cadre des maladies mentales, avec peut-être une plus grande fragilité émotionnelle et une question sur leur compétence à décider, notamment quand ce sont des maladies qui altèrent la capacité à consentir, comme des schizophrénies qui peuvent être en phase décompensée ou encore active, parce que donc la schizophrénie, c'est une maladie mentale qui s'accompagne de perte de contact avec la réalité dans certains cas, et donc qui peut aussi altérer la capacité du patient à comprendre les soins qu'on lui propose et à les accepter. Et donc un autre problème, c'est un problème de fragmentation sociale aussi, c'est que les individus qui ont des troubles mentaux aux âges auxquels on est en train de les étudier, c'est-à-dire autour de, on l'a vu, de 65-70 ans, souvent sont très isolés parce que leurs propres parents sont souvent décédés, et donc ils peuvent être institutionnalisés par exemple, et donc il y a moins souvent des proches présents qui peuvent participer aussi aux décisions et soutenir. Et donc ça peut être aussi quelque chose qui va influencer les décisions médicales. Et donc, nous, on le sait au quotidien en psychiatrie, hein, les parents de personnes qui ont des troubles mentaux nous disent, mais que va devenir notre enfant après notre mort? C'est une grande inquiétude. Et donc, dans le cadre du Covid, on a vu aussi qu'il y avait tout un questionnement autour des EHPAD et de la surmortalité en EHPAD, surmortalité Covid en EHPAD d'une façon générale, mais en particulier aussi chez les personnes qui avaient des troubles mentaux, parce que nous, on avait retrouvé qu'ils étaient 2 fois plus en provenance d'EHPAD que les personnes qui n'avaient pas de troubles mentaux pour les hospitalisations pour Covid sévères. Donc, il n'y a pas des barrières que au niveau des soignants, hein, donc c'est aussi au niveau des patients. Les 3 maladies que j'ai citées, en fait, ont le point commun de toutes s'accompagner d'épisodes dépressifs caractérisés, donc des dépressions cliniques qui peuvent être parfois sévères. Et on sait que la présence d'une dépression va modifier l'acceptabilité des traitements. Et si vous êtes face à un patient qui est en désespoir, qui ne veut plus vivre, évidemment, ça va complètement influencer la prise en charge. La question, c'est est-ce que ce désespoir, il est, entre guillemets, libre, est-ce qu'il provient d'un libre arbitre, ou est-ce qu'il est influencé par l'état mental de la personne qui peut être en état de dépression et qu'elle pourrait demander d'autres soins si elle n'était pas en état de dépression. Donc ça, c'est des questions qui sont très compliquées et qui nécessitent des réunions pluridisciplinaires. Un autre point qui est important aussi dans la maladie mentale, c'est que toutes ces données-là, malheureusement, s'expliquent aussi par le fait que beaucoup de patients n'ont pas de médecin traitant déclaré, et donc le suivi, la coordination des soins de la santé physique est souvent déficiente chez ces patients, et que souvent le psychiatre est le seul médecin qui voit ces patients, et que c'est compliqué de les envoyer chez d'autres spécialistes pour des raisons qui proviennent du patient aussi, qui ne veut pas forcément aller voir un autre spécialiste avec la peur, par exemple, d'un diagnostic, ce qui peut expliquer des diagnostics tardifs et un pronostic plus sévère. Donc, une des raisons aussi de l'admission plus fréquente des malades mentaux en soins palliatifs, c'est que ce sont des unités qui sont réservées aux cas complexes. Et dans les cas complexes, il y a les patients qui peuvent présenter des troubles du comportement, de l'agressivité, puisque donc certaines maladies mentales peuvent s'accompagner de symptômes de persécution, par exemple. Et donc, c'est pas toutes les personnes qui ont des maladies mentales, hein, bien sûr. Là, on essaie juste de réfléchir aux différentes situations qui peuvent se produire. Et donc, ça rejoint la question qui avait été posée, par exemple, sur la démence, où il peut y avoir aussi des troubles du comportement et une incapacité de la personne à consentir aux soins, et que ça va forcément influencer les soins qui vont être proposés à la personne. Une autre chose importante, c'est que le personnel qui travaille dans les services de médecine chirurgie obstétrique rapporte quasiment systématiquement pour toutes les personnes que j'ai interrogées, qu'ils n'ont pas de formation à accueillir les patients psychiatriques, qu'ils ne savent pas comment faire, et que ce sont des patients qui du coup sont vraiment stigmatisés, parce que quand le téléphone sonne et qu'on dit j'ai un patient pour votre service, et qu'ils entendent qu'il vient de psychiatrie, c'est tout de suite très péjoratif, parce que ça va être un patient qui est perçu comme plus difficile à prendre en charge. Et c'est vrai, c'est un patient qui va demander plus de temps. Il y aura des traitements qui vont être co-prescrits, des difficultés d'adaptation médicamenteuse, et puis potentiellement voilà, une nécessité de prendre plus de temps pour expliquer les soins, tant que n'ont pas forcément le personnel, et surtout ce ne sera pas valorisé, c'est-à-dire que l'acte n'est pas mieux valorisé chez une personne qui a un trouble mental que chez quelqu'un qui n'en a pas. Et donc une des propositions que l'on pourrait faire, c'est déjà de mieux valoriser ce travail-là, en fait,
pour reconnaître la charge des soignants qui prennent en charge ces patients qui sont compliqués, parce qu'il faut prendre en compte plusieurs paramètres, comme on l'a vu. Donc en résumé, en fait, le cancer, c'est la première cause de mortalité dans les maladies mentales après 35 ans. Et la perte d'espérance de vie, elle reste très élevée dans ces maladies. Les personnes concernées reçoivent moins de dépistage pour le cancer du sein et du poumon, par exemple, que le reste de la population. Elles ne reçoivent pas les mêmes soins de fin de vie pour de multiples raisons, donc il faudrait explorer plus avant et dont on peut discuter maintenant. Et enfin, la coordination interdisciplinaire qui est un enjeu majeur, ainsi que la formation des équipes qui travaillent dans les services de fin de vie pour pouvoir faire face aux différentes situations que j'ai présentées. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette recherche vraiment très importante et l'exposé de tous ces constats. Euh, c'est vraiment des constats aussi qui montrent la nécessaire articulation entre la recherche quantitative, c'est-à-dire on a maintenant les chiffres qui démontrent ces problèmes de perte de chance et de perte d'espérance de vie, et on a envie de les comprendre. Donc, comme vous disiez, à un moment donné, il faudrait aussi de la recherche qualitative, alors peut-être pas que, mais en partie aussi de la recherche qualitative pour essayer d'avoir des facteurs explicatifs et de démontrer ou pas la validité des différentes hypothèses que vous avez évoquées. Est-ce qu'il y a des choses déjà, des perspectives que vous êtes en train de développer en termes de recherche justement pour aller vérifier les différentes hypothèses, peut-être d'un point de vue qualitatif, ou est-ce que c'est d'autant de sujets que vous mettez à disposition, sachant qu'il faut aller creuser toutes ces questions-là maintenant pour mieux comprendre? Alors en fait, c'est vrai qu'à titre personnel, moi je fais de la recherche quantitative. Donc du coup, je m'intéresse d'une façon générale en fait à toutes les problématiques pour améliorer les soins des personnes qui ont des maladies mentales. Donc le cancer en fait partie, mais j'ai travaillé donc comme je l'ai dit aussi sur le Covid-19 et puis je travaille sur d'autres. Là actuellement, je travaille sur la grossesse par exemple, la prise en charge des femmes qui ont des maladies mentales et de leur nouveau-né. Donc c'est pas limité au cancer. Et par contre, on travaille avec Coralie Gandré dans le réseau Canopé en fait sur justement cette problématique du cancer et de la maladie mentale. Et je sais qu'il y a des personnes qui développent justement de la recherche qualitative actuellement sur ce sujet. Donc ce sera pas moi à titre personnel qui vais le conduire, mais en tout cas ces chiffres maintenant ont été publiés et donc sont suivis. Ça va pas s'arrêter là en fait. Ouais, parce que c'est vraiment important d'arriver à comprendre pour éventuellement trouver des leviers d'action pour essayer d'avoir des recommandations pour améliorer la situation des patients. Alors, il y avait une petite question dans le chat et ensuite je passe la parole, je pense, à Régis Aubry et Sarah Dochi qui ont allumé leur caméra. Mais il y avait une petite question dans le chat qui était adressée qu'aux organisateurs, mais je vous la pose. Quid des directives anticipées et, si possible, des personnes de confiance dans ces situations-là? Alors, on comprend que c'est compliqué avec tout ce que vous avez exposé, mais est-ce qu'il y a quand même aussi, est-ce que ça peut être parfois des leviers? Mmh. Donc, oui, oui, c'est une très bonne question et c'est vraiment un outil qui est très important parce que ça concerne pas que la fin de vie, bien sûr. En fait, les directives anticipées, on essaye de les développer à toutes les étapes de la prise en charge de la maladie mentale parce qu'on sait que les personnes ne vont pas avoir les mêmes décisions en fonction de l'état de leur santé mentale dans lequel elles sont. On leur demande au maximum de prendre des décisions anticipées quand elles sont stabilisées, qu'elles sont en pleine possession de leurs moyens, pour dire quels sont les soins qu'elles souhaitent recevoir dans des moments où elles ne seraient pas en mesure de consentir aux soins, ce qui est très important. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Après, on est face à des barrières qui sont vraiment très techniques, c'est-à-dire où trouver l'information, où la recueillir, comment faire en sorte que tous les soignants reçoivent cette information et sachent où elle est stockée, parce qu'en plus, il y a des logiciels différents pour la psychiatrie et pour les médecines chirurgie obstétrique. Donc, on essaye vraiment de coordonner mieux tout ça, en fait. Là, par exemple, à Marseille, on va passer, le logiciel de psychiatrie va être fusionné avec le logiciel de médecine chirurgie obstétrique, ce qui pose des questions aussi après éthiques, parce qu'on se dit, est-ce qu'il y a des informations auxquelles, enfin, sensibles, auxquelles tous les soignants ne devraient pas forcément avoir accès. Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent autour de ça. Mais effectivement, je pense que l'avenir, ce sera le recueil systématique de ces directives anticipées qui sont capitales, effectivement. La question, c'est un peu comme pour le don d'organes, hein, c'est-à-dire que les personnes ne se sentent pas forcément concernées, et au moment où elles sont concernées, ben, enfin, là, dans le cadre du cancer, souvent, il y a quand même du temps
Donc ça pourrait être fait, mais, mais c'est jamais très simple en fait de. Je sais pas s'il y a une expérience de personnes qui justement accompagnent des personnes qui ont des cancers en phase terminale, mais de, voilà, de poser ces questions-là, de dire quels sont les actes de haute intensité que vous souhaiteriez recevoir, enfin, et à quel moment du cancer il faudrait les poser. C'est des questions qui sont compliquées, surtout chez des patients qui ont des troubles psychiatriques et qui du coup sont fragiles aussi. Régis, vous vouliez Oui, réagir? oui, très rapidement, parce que ça fait écho à une étude qui avait été menée un peu sur le même modèle que celle que vous avez rapportée, que je trouve très intéressante. Une étude qui a été menée chez les personnes qui ont une altération, des troubles cognitifs modérés, où on trouvait un peu on faisait les mêmes constats. C'est Lucas Morin qui avait publié ce travail-là, mais on faisait les mêmes constats d'un accès très retardé, très limité, tant aux soins, aux traitements spécifiques qu'aux soins palliatifs, avec évidemment les limites là aussi d'une étude quantitative, mais un vrai questionnement de fond, c'est-à-dire est-ce qu'au motif que quelqu'un a une maladie psychiatrique ou des troubles cognitifs, cet accès aux soins devrait être limité. C'est une question intéressante. Je ne sais pas si vous avez fait ce lien avec ces études sur les personnes présentant des troubles neurocognitifs. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour cette question, Monsieur Aubry. Pour nous, c'est un continuum, hein, c'est-à-dire qu'on parle de maladies mentales, mais en fait, c'est toutes les maladies. Par exemple, les démences ne sont pas classées actuellement dans les maladies mentales, c'est dans les maladies neurodégénératives, neurologiques. Mais la problématique est la même, c'est-à-dire que quand on est face à une personne qui n'a plus la pleine possession de son esprit, ça modifie forcément sa capacité à comprendre le soin et à l'accepter et à demander ou refuser le soin, en fait. Et donc la question éthique, c'est quelle décision doit-on prendre dans cette situation si justement il n'y a pas eu de directive anticipée, ce qui est quand même la majorité des cas, et que donc on est dans des situations un peu d'urgence où il faut décider est-ce qu'on fait un acte qui vise à prolonger la vie ou pas. Et par contre, il y a des choses qui sont assez édifiantes, mais qu'on ne voit pas que dans la fin de vie cancer, hein. Là, sur les admissions en réanimation, par exemple, que j'ai évoqué, il y a une vraie question, en fait, sur la prise en charge des personnes qui ont des troubles mentaux en réanimation, en fait, où on voit des différences d'admission, en fait, à critères égaux par ailleurs, en fait. Donc ça, c'est du cas par cas, c'est pas, enfin, on peut pas faire de généralité, hein, mais c'est vrai que ça pose des questions. Merci. Sarah, oui, vas-y. Merci Elodie, merci beaucoup Guillaume Font pour cette présentation remarquable. C'est vraiment des chiffres qu'on attendait depuis longtemps, ces chiffres-là de caractérisation de la perte de chance, parce que ça peut éventuellement, indépendamment de l'aspect éthique, se traduire en aspects économiques qui peuvent peut-être donner le moyen aux psychiatres de travailler mieux. Et c'est vrai que cet aspect de perte de chance, c'est l'enjeu majeur quand même de la psychiatrie de liaison et de la psycho-oncologie. Alors, deux petites remarques qui sont des pistes, je pense, de recherche qualitative. C'est pour ça que je les formule. Une sous la casquette de présidente de la Société française et francophone de psycho-oncologie, c'est que le point que ça touche sur cette capacité d'accès aux soins des patients atteints de maladies mentales, c'est la représentation qu'on va avoir de leur liberté de décision qui est souvent prise sur un mode théorique, sur un mode dogmatique et pas sur un mode clinique. C'est-à-dire que la capacité de liberté de décision d'un patient atteint de maladie psychiatrique, qui n'est pas à remettre en cause d'un point de vue légal, c'est pas ce que je veux dire, mais s'il a des troubles du comportement, on va assez vite, devant un malade qui a des troubles du comportement, quelle que soit leur origine, aller chercher un psychiatre pour faire céder le trouble du comportement. Mais quand il s'agit de comportement pour soi et donc de liberté décisionnelle, on va beaucoup plus mettre en avant la notion de liberté, de respect, d'autonomie. Ce qui, je pense, est une vraie question de fond dans la capacité à prendre en compte les patients, parce que la vraie question, c'est l'interprétation clinique
de leur capacité de décision, qu'elles se traduisent par un problème de comportement ou par une décision pour eux. C'est très compliqué, mais je pense qu'on a vraiment des pistes de recherche à la fois en termes cliniques, comment on caractérise la liberté à consentir, c'est une vraie question, mais aussi dans la représentation qu'on en a. Et je suis vraiment frappée en tant que psychiatre de comment il est facile de se faire opposer le caractère de liberticide lorsqu'on évoque le fait qu'une capacité de décision, un patient atteint de maladie psychiatrique évolutive puisse être engagé, alors que quand le même casse la porte d'un magasin, là, il n'y a aucun problème. Ça, c'est une première remarque. Et la deuxième, c'est sur la casquette de président du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, parce que la question se pose, je pense, de manière aiguë dans certaines décisions de fin de vie, ça a été évoqué, et notamment des demandes d'aide active à mourir qui peuvent quelquefois sous-tendre des demandes d'arrêt des traitements et des demandes de sédation, qui peuvent quelquefois sous-tendre, pas systématiquement. Mais dans ces demandes-là, il est assez, il peut être assez consensuel de faire appel à un psychiatre si la maladie psychiatrique est identifiée. C'est même pas toujours le cas, mais si elle est clairement identifiée. En revanche, il y a toutes les situations où elle peut ne pas être identifiée et toutes les situations des novos. Et là encore, je ne sais pas ce qu'il faut faire, et ma question, elle est vraiment en termes d'appel à la recherche, mais il y a vraiment une question de fond pour qu'on arrive à avoir un raisonnement clinique vis-à-vis de ces patients et pas un raisonnement d'abord dogmatique, théorique, marqué en tout cas par nos représentations et pas par ces réalités. Je serais ravie que ces pistes de recherche qualitative intéressent quelqu'un à la plateforme. Oui, je ne peux que souscrire à tout ce que vous avez dit. Merci beaucoup pour votre retour. Effectivement, je suis complètement d'accord. En fait, le grand problème de la psychiatrie, c'est la frontière entre la liberté et la contrainte, en fait. C'est-à-dire à partir de quel moment on considère que la personne n'a plus sa capacité, son libre arbitre. Et ça, c'est à toutes les étapes de la maladie, en fait. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est quand il y a un trouble à l'ordre public, là, tout de suite, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut contraindre. Et par contre, quand la personne dit je refuse des traitements qui pourraient me sauver la vie ou prolonger ma vie, ça pose une question. Après, il y a la réalisation pratique, c'est-à-dire quand la personne s'oppose à ses soins, ben, concrètement, elle ne vient pas. Voilà. Et puis après, il y a aussi toute la dimension de la dépression non diagnostiquée, non traitée. Donc, ce qu'on a fait aussi à Marseille, c'est qu'on a rencontré les oncologues, en fait. Donc, on s'est concentré sur le cancer du sein chez la femme parce qu'il fallait commencer quelque part et que on avait vu les chiffres que je vous ai présentés et qu'on s'est dit c'est peut-être un bon moyen de commencer. Et en fait, déjà aussi d'avoir des recommandations claires sur le dépistage de la dépression dans le cadre du cancer, parce qu'il y a une banalisation effectivement de la dépression en disant c'est bien normal d'être dépressif quand on a un cancer et qu'on pourrait traiter et aider en fait des personnes qui ne sont peut-être pas correctement dépistées aussi dans ce contexte-là. Enfin, ça ouvre encore une autre question qui est vraiment le dépistage des complications psychiatriques du cancer en fait. Mais c'est vrai qu'on pourrait déjà, je ne sais pas si ça paraît compliqué, donc je ne suis pas sûre que ces données, vous ayez pu les recueillir, mais si on considère que la pathologie psychiatrique, en fait, est juste une double pathologie, je pense qu'il ne serait pas imaginable dans une RCP de ne pas faire accéder un patient aux soins pour des raisons cardiologiques sans avoir demandé un avis cardiologique, alors que dans mon expérience, ça ne pose pas de problème majeur de le faire pour des raisons psychiatriques sans qu'il ait vu un psychiatre. Et là aussi, ça pourrait être une donnée intéressante à recueillir, c'est que dans ces cas d'accès libre aux soins, dans quel cas y a-t-il pu y avoir un avis spécialisé, un diagnostic, voire un essai de soins, on peut rêver, mais en tout cas, là encore, quelque chose qui relève d'une même rigueur clinique. Mais je ne sais pas si j'imagine que ça, c'est des données que vous n'avez pas pu collecter dans le cadre d'une enquête épidémiologique. Non, effectivement, non, on n'a pas les actes à l'intérieur des hospitalisations, donc on ne sait pas finalement quels professionnels ont vu les personnes. Et on n'a que les actes réalisés, donc chimiothérapie, chirurgie, voilà. Et puis une autre chose aussi, hein, c'est que comme j'ai parlé de la stigmatisation de la maladie mentale, mais il y a la stigmatisation des psychiatres qui va avec celle de la maladie mentale, et qu'il y a aussi, il faut le dire, hein, une stigmatisation des psychiatres par les patients psychiatriques. Il y a des patients psychiatriques qui ne veulent plus voir de psychiatre ou qui ne veulent pas en voir du tout avec une représentation de ce qu'est le psychiatre, qui veut dire qu'on a une maladie mentale. Et puis, entre collègues aussi, une représentation de la psychiatrie qui
parfois n'est pas très favorable aux psychiatres, malheureusement. Enfin, ça, c'est une appréciation, c'est pas basé sur des études, hein, c'est de l'expérience personnelle. Ouais. Oui, merci beaucoup. Et je vais juste vous poser une dernière petite question qui était dans le chat avant qu'on prenne une pause. C'est Nadia Verrier qui vous demande si vous avez des informations sur ces prises en charge aussi dans d'autres pays. Est-ce que en fait, les chiffres que vous avez pu observer en France sont comparables à ce qui peut se passer dans d'autres pays, ou est-ce que les données sont manquantes encore pour l'instant? Alors en fait, c'est le seul pays, on n'a aucune explication pour ça. Le seul pays qui a publié ces données, c'est Taïwan. Voilà. Ok. Et donc en fait, ils ont les mêmes constats que nous, c'est que les personnes qui ont des schizophrénies reçoivent moins d'actes de haute intensité. Donc en D'accord. fait, on se dit et donc nous par contre, on a comparé pour le Covid du coup, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres études sur fin de vie du cancer, et c'est pour ça que nos études ont été très favorablement accueillies au moment des soumissions, parce que c'est vrai qu'il y avait un manque de données sur ce sujet au niveau mondial en fait, c'est-à-dire on ne sait pas comment les personnes qui ont des troubles mentaux terminent leur vie quand ils ont un cancer en phase terminale en fait. Ok. Bah, voilà, encore une autre piste de recherche pour peut-être répliquer ces données-là au niveau européen, ou en tout cas dans d'autres pays. Ouais. Bah, merci beaucoup encore une fois, effectivement, pour ces chiffres qui sont vraiment très, très importants. Donc, merci beaucoup, Guillaume Font. Merci à vous. Et, on va prendre une petite pause d'une quinzaine de minutes. Donc, on se retrouve à 15h15, voilà, pour la suite et les deux autres présentations de l'après-midi. On entendra Mathieu Ledorz on ira cette fois en réanimation. Et puis Nicolas Fischer pour nous parler de la mort et du politique. Voilà, donc on se retrouve dans 15 minutes.